Déjà, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Et il y a aussi d'autres personnes qui nous suivent sur Facebook en live sur les pages agro-durables et Uniagro. Donc avant de commencer, je vais laisser la parole à Corinne, qui est du coup la présidente du groupe Agro-Midi-Pyrénées, pour présenter un petit peu les organisations, dans quel cadre on a créé ce webinaire. Merci Charline. Mais d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, on espère que vous allez bien avec ce contexte un peu compliqué qu'on vit tous. Donc, nous, de notre côté, on a été un peu obligés de se réinventer, entre guillemets, puisque les webinaires n'étaient pas spécialement développés dans nos activités. Et donc, c'est une première pour le groupe Midi-Pyrénées. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on réutilisera plus tard. Donc, en fait, première chose, un grand merci également à l'Uniagro et notamment au groupe Agro Durable et Nicolas Viard qui nous a aidés à monter ce webinaire parce qu'il y a tout un réseau et quelque part un calage technique qu'il faut faire. Et donc, vraiment, ce webinaire est réalisé conjointement avec Agro Durable et sur l'instigation de Charline qui est bénévole donc, au groupe Midi-Pyrénées. Donc déjà un petit rappel sur la structure des groupes pour ceux qui seraient peu familiers avec l'organisation au niveau d'Uniagro. Uniagro, c'est bien le regroupement en fait des associations des anciens élèves de toutes les écoles d'agronomie. Et Uniagro est représenté dans les différentes régions par un groupe régional. Donc les agros de Midi-Pyrénées constituent un de ces groupes régionaux. Notre mission, elle est plurielle, mais tout d'abord, c'est de développer le réseau et de maintenir le réseau d'agro dans la région. Également d'organiser des événements, des soirées ou des interventions ou autres. Également de vous soutenir dans les périodes de transition. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous voulez participer, être bénévole avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Charline ou moi ou sur la boîte email des agros de Midi-Pyrénées, on vous répondra. Alors, très important, un dernier point également, et je laisse la parole après à Charline, les cotisations. Donc, c'est toujours un sujet un peu délicat, mais il est important qu'on ait un maximum de cotisations qui sont les cotisations versées à vos écoles. C'est-à-dire ce n'est pas une cotisation en doublon, c'est celle que vous recevez régulièrement de votre école d'origine. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi à nous d'organiser des événements de bonne qualité. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Et un grand merci à Charline, qui est l'instigatrice et l'animatrice de cet événement. Et donc, prenez un grand plaisir à ce webinaire de 30 minutes et merci à tous. Merci beaucoup, Corinne. Donc, du coup, pour les personnes, donc en effet, le Uniagro s'inscrit suite aux écoles d'ingénieurs agronomes, mais il y a aussi d'autres personnes qui nous écoutent. Et donc, voilà, sachez, c'était juste pour que vous connaissiez un petit peu la structure. Donc, en ce qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, donc sur le zéro déchet, donc je vais partager mon écran pour avoir un support avec quelques slides pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, ce webinaire, en fait, au départ, c'était un atelier, je dirais en physique, donc qu'on a construit avec Agro Durable, qu'on a fait à Paris et à Toulouse. Et donc, on l'a remodelé. Donc, j'ai essayé quand même de garder cet aspect participatif. Donc, vous verrez qu'il y aura quelques petits questionnaires, des petits quiz. Où du coup, ce que je vous propose, c'est de répondre je vous proposerai au moment voulu de répondre dans la petite barre de chat normalement votre droite de l'écran. Sachant que vos micros sont coupés, c'est un petit peu plus facile. J'essaie d'être claire et d'aller assez vite pour qu'on ait aussi un peu de temps à la fin pour échanger, si vous en avez envie, si vous avez des questions. Mais après, s'il y a des questions qui viennent pendant le webinaire qui posent problème pour la compréhension ou quelque chose, n'hésitez pas à écrire vos questions et j'essaierai d'y répondre en parallèle. Mais voilà, je ne garantis pas que j'arrive à chaque fois au bon moment à avoir la question, sinon je les reprendrai à la fin. Donc déjà pour peut-être se présenter un peu même à distance, il y avait donc vous êtes 30 connectés aujourd'hui, donc une majorité viennent des écoles d'ingénieurs.
agronomes, donc il y a des étudiants, des retraités, donc de tous les profils sont là. Je connais aussi quelques personnes, donc je sais qu'il y a des débutants sur la thématique zéro déchet. Et puis, il y a aussi des connaisseurs qui mettent déjà en pratique des choses. Donc, je vais essayer d'adapter au mieux mon discours pour essayer de répondre un peu à toutes vos attentes. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je suis Charline Ribeiro. Moi, j'ai été diplômée d'AgroParisTech en 2016. Et pour mon parcours, j'ai travaillé 3 ans à Paris dans un cabinet de conseil qui s'appelle SIA Partners dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Et après, donc là, ça fait un peu plus d'1 an que je suis à Toulouse. J'ai travaillé dans la réglementation environnementale et là, je travaille à Toulouse Métropole au service de la transition énergétique. Donc moi, ça fait un peu plus de 8 ans, on va dire, que j'ai pris conscience qu'il y a des moyens de vivre bien, mais peut-être plus en adéquation avec ce qui nous entoure, avec l'environnement. Et donc, sur la thématique des déchets, un peu plus précisément, on va dire que ça fait 3 ans que je mets en place des choses chez moi. Donc, voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est de partager ce que je connais un petit peu, mais surtout, l'idée, si vous avez envie, c'est que vous aussi, vous puissiez contribuer. Donc, d'abord, je vous propose nos objectifs, c'est déjà d'établir un peu un état des lieux pour comprendre un peu, avoir en tête quelques chiffres clés pour se rendre compte un peu combien on produit de déchets en fait individuellement en France. Et puis après, quelque chose d'un peu plus concret, donc avec des exemples de choses que vous pouvez mettre en place chez vous, donc pour essayer d'identifier un peu les domaines d'action sur lesquels on peut donc agir. Charline, c'est Corinne qui parle, donc on voit plus ton écran. Et par contre, on voit un de nos. En fait, il y a une caméra qui est allumée. Ah, d'accord. Et donc, si chacun pouvait éteindre sa caméra. Moi, je vois toujours l'écran. Hein. Pardon. D'accord. Moi aussi, je vois l'écran, mais par contre, est-ce que tu peux mettre en diaporama? Oui, j'allais demander aussi. Alors, je peux pas parce qu'en fait, avec GoToMeeting, je vous passe les détails techniques, mais ça décale en fait, ça décale le partage d'écran et vous voyez plus les slides en entier. On a fait des essais, donc je suis désolée, c'est le plus grand que je peux. Je peux à la limite, mais j'ai un peu zoomé. Dans ces cas-là, tu peux réduire ton bandeau en haut. À droite, en haut à droite, il y a un petit truc, voilà. Nickel. Hop, et puis je grossis un peu, voilà, du coup, Nicolas, j'ai dû un peu agrandir pour le stream. Donc voilà pour les enjeux. Et du coup, bon, alors, la partie, déjà un petit peu, comprendre un peu plus ce qu'il y a dans nos poubelles ou ce qu'on produit. Je vais commencer par un petit quiz, donc c'est là où je vous demanderai si vous voulez bien décrire dans le chat vos réponses. Et puis je vais essayer petit à petit de voir un peu les réponses qui se dégagent. J'entends juste un bruit de fond pour couper les micros. Hop, voilà, normalement, j'ai tout coupé. Alors, la première question, si vous voulez bien, à votre avis, en moyenne en français, produit combien de déchets par an? Donc, est-ce que c'est plutôt 210 kilos, 430, 570 ou 990 kilos? Je vous laisse quelques secondes, puisque 30 minutes, ça passe vite. Ouais. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, majorité, ça oscille entre 430 kilos et 570, on va dire, les réponses. Eh bien, il y a un peu de bon, parce que la bonne réponse, du coup, c'est 570 kilos. Donc, c'est bien par an et par personne. Et donc, ça représente ce qu'on appelle les déchets ménagers assimilés. Donc ça, c'est les déchets qu'on produit chez nous dans notre maison en tant que particulier. Donc ça, c'est des chiffres, tout ce que je vais vous présenter, les chiffres, c'est de l'ADEME, qui s'appelle maintenant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et du coup, en fait, ces chiffres 2016, ça peut paraître un peu ancien. En fait, les chiffres dans le domaine des déchets sont assez difficiles à concaténer à l'échelle nationale. Donc ça, si vous avez des questions, on pourra en reparler plus tard, mais voilà en tout cas d'où viennent les chiffres, c'est pour ça que ça intéresse. Donc les déchets, donc toute la France, ça représente quoi? Eh ben, en 2015, ça représentait 325 millions de tonnes de déchets.
Parmi ces déchets-là, donc ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les déchets ménagers assimilés, ça représente à peu près 10%, 31 millions de tonnes. Et après, les autres catégories, il y a aussi des déchets d'activité économique qui vont représenter à peu près 15% du poids. Et après, les déchets du BTP, de la construction, qui là représentent un peu plus de 70% du poids total de ce qu'on produit. Donc, on pourrait agir un peu à tous les niveaux. Bon, aujourd'hui, en tant que particulier, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'axer le webinaire sur les déchets ménagers assimilés, parce que c'est là où c'est le plus facile aussi pour intervenir, où on a le plus la main, je veux dire. Donc, ces déchets, je vais passer rapidement parce que vous les connaissez, c'est ceux qu'on met dans nos poubelles, mais bon, je vous les redis, il y a des déchets en petite quantité, il va y avoir peut-être des médicaments, des piles, ce genre de choses. Les déchets d'assainissement, donc concrètement vos toilettes. Si vous avez un jardin, donc il y a des déchets verts, des encombrants. Si vous jetez, je ne sais pas, un meuble télé, un sommier, voilà, plutôt des encombrants ménagers. Et après, il y a ce qu'on appelle les ordures ménagères. Donc là, vous mettez la fraction recyclable qui va être du coup triée après. Il y a aussi les biodéchets. Donc ça, c'est le sac, je dirais, non recyclable, où il y a, dans le sac non recyclable, il y a notamment les biodéchets qui sont issus des légumes, des épluchures, ce genre de choses. Et après, il y a tout le reste, donc ce qui n'est pas recyclable, ce qu'on appelle la fraction résiduelle. Bon, ça, voilà, vous le savez, mais c'était juste pour rebalayer un peu les types de déchets. Et donc, par rapport à ça, je vous propose un deuxième quiz. Donc, pareil, je vous propose de répondre dans le chat. Donc, à votre avis, que retrouve-t-on en plus grande quantité dans les poubelles des Français? Est-ce qu'on retrouve surtout du plastique, des métaux, de la matière organique ou du papier carton? Et les réponses se déchaînent là. Alors, d'accord, ok. Eh bien, ce qui se dégage... Ah, il y a une personne qui connaît très bien. Donc, les réponses qui se dégagent, c'est principalement le plastique. C'est en effet souvent ce qu'on pense. Mais les déchets qui prennent le plus de place en fait dans notre poubelle, eh bien, ce sont les matières organiques. Hop. Alors, concrètement, en fait, les matières organiques, si on repart sur les 570 kilos de déchets qu'on produit chacun par an, eh bien, il y a quand même un tiers qui sont des biodéchets, voilà, ou des matières biodégradables, c'est pareil. Donc, ça représente quasiment 200 kilos par personne et par an. Après, il y a aussi les emballages, donc là, de tout type, plastique, certains sont recyclables, papier, carton. Donc là, ça va être presque 290 kilos par an, par personne. C'est juste pour vous donner un équivalent. Mais en fait, bon, sans trop avancer sur la suite, mais vous voyez que bon, des emballages, il y a des moyens de les trier, on peut les revaloriser. Et les biodéchets, on a quand même utilisé de l'énergie pour produire ces légumes, de l'eau. Il y a peut-être des moyens de les réutiliser différemment que de les jeter dans notre poubelle où après on va voir les types de traitements. Ensuite, ces déchets. Alors, on a donné quelques tonnages pour se représenter des quantités. En fait, globalement, la filière des déchets en France, elle est très bien, elle est assez bien organisée. Globalement, on ne voit pas de décharge dans nos rues. Les déchets sont assez peu visibles au final. Mais il faut s'imaginer qu'il y a aussi des déchets qu'on appelle des déchets cachés. En fait, quand vous achetez un objet ou que vous le jetez, il faut imaginer en fait qu'il faudrait multiplier son poids par 10, 20, voire 100 fois pour avoir vraiment une vision globale de la quantité de déchets, enfin la vision globale de l'iceberg. Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser vraiment au cycle global du produit, au cycle de vie, parce qu'il faut remonter en amont de la chaîne. Il y a de l'extraction des matières premières nécessaires pour fabriquer l'objet. Au moment de leur production, il y a peut-être un peu du déchet, s'il y a, je sais pas, un moulage, quelque chose. Et puis après, donc, leur utilisation, leur point final en fin de vie. Donc, c'est important d'avoir cette image-là. Et donc, je vous propose ici quelques exemples que, globalement, je les ai retirés de l'association Zero Waste. Par exemple, un jean, je ne sais pas, ça doit peser 500 grammes, on va dire. Et ben, il faut 32 kilos de matières premières et 8000 litres d'eau pour le produire. Un autre exemple, une brosse à dents qui doit être dans les 50 grammes peut-être.
il faut 1,5 kg de plastique pour le produire. Voilà, un autre exemple qui est assez frappant, une alliance en or, en l'occurrence, qui doit faire peut-être 2 grammes, là, il faut 2 tonnes de déchets. Enfin, ça produit 2 tonnes de déchets pour le faire. Parce que c'est vrai que la partie orpaillage, il y a beaucoup d'eau, enfin, il y a vraiment beaucoup de déchets autour de ce produit. Vous voyez d'autres exemples, et un dernier que je peux prendre, c'est par exemple 1 kg de bœuf. Eh ben, on estime, 1 kg de viande de bœuf, on estime qu'il faut plus de 15 ml d'eau. Ça comprend notamment ce que boit le bœuf, bien sûr, mais aussi en fait toute l'eau qui est nécessaire pour arroser les cultures qui vont être nécessaires pour nourrir le bœuf. Donc voilà, c'est des exemples, et c'est vraiment quand on prend le cycle global, en fait, le cycle de vie d'un objet, on peut remonter très très loin, et en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout est interlié, en fait. Et je ne rentre pas dans d'autres thématiques qui sont pourtant très liées, parce qu'on n'a que 30 minutes, mais il y a aussi le lien avec les gaz à effet de serre, le bilan carbone. Quand vous achetez un produit, en plus, il y a souvent un packaging, un emballage, et il a souvent été transporté aussi. Donc voilà, je ne rentre pas dans tout ça, mais c'est intéressant de se rendre compte de tout ce que ça comprend quand on achète quelque chose. Et donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les quantités de déchets, je vous propose de voir qu'est-ce que deviennent nos déchets. Donc, en fait, en France, quand il y a un déchet un produit qu'on veut jeter qui n'est vraiment pas recyclable, il n'y a pas de méthode de valorisation, on a 2 voies. En France, c'est soit par incinération, donc grosso modo, c'est le brûler vraiment calciné très très forte température, ou en décharge. Donc là, c'est entreposé. Les chiffres de l'ADEME en 2016, c'était qu'en France, il y avait 126 incinérateurs et 236 décharges. Donc, c'est des modes de traitement qui sont coûteux, pour nous, pour la collectivité, parce qu'il faut à peu près, en 2014 en tout cas, il fallait 17 milliards d'euros pour assurer tout ce système de traitement. Je vais essayer de passer sans rentrer trop dans le technique, mais juste pour vous donner un ordre d'idée dans chacun de ces domaines. L'incinérateur, lui, il va y avoir quelques problèmes liés à son investissement qui représente des coûts très importants. Il faut quelques millions d'euros pour construire un incinérateur. Du fait qu'il y ait un gros investissement, c'est forcément pas une installation qu'on peut utiliser que 2 ans. Il va falloir l'amortir sur plusieurs années, une vingtaine d'années, etc., voire plus. Et du coup, du fait qu'on rentre dans un système où il faut payer des installations chères, et bien en fait, il faut des déchets. Il faut que, à part les périodes de maintenance, mais il faut que l'incinérateur soit alimenté quasiment continuellement en déchets pour pouvoir être rentable. Et du coup, ça limite tout ce tout ce qu'on va dire aujourd'hui, qui est de réduire nos déchets. Parce qu'au final, si on réduit nos déchets, on donne moins de déchets à l'incinérateur, donc il sera moins vite rentable aussi, ce qui est aussi un coût pour la collectivité. Il y a d'autres problèmes par rapport au fonctionnement. Les déchets disparaissent pas réellement, leur quantité est vraiment réduite en volume et en poids, mais il reste quand même des cendres, ou ce qu'on appelle des mâches-fer, qui eux aussi, au final, il va bien falloir les mettre quelque part, donc soit en décharge ou décharge spécialisée. Du gaspillage d'énergie, comme je disais, il faut monter à très très haute température pour pouvoir brûler les déchets. Gaspillage de la ressource par rapport à ce que je disais avant, si on ne revalorise pas nos déchets organiques, encore une fois, il a fallu de l'eau, du soleil, de l'énergie pour les produire, c'est dommage, au final, on finit par les brûler. Même s'il y a des moyens de récupérer l'énergie quand même produite avec de la cogénération, c'est quand même dommage que vraiment la matière organique, elle soit brûlée. Et ensuite, il y a des rejets aussi toxiques malgré tout dans l'atmosphère. Après, c'est quand même limité. Je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est pas l'atmosphère non plus. En fait, les incinérateurs ont des cheminées dans lesquelles il y a des filtres par lesquels passent les fumées qui vont retenir des matières toxiques, les particules fines. Mais pareil, ces filtres vont devenir au bien un moment aussi des déchets, donc ils vont aussi se retrouver quelque part. Donc, il y a des inconvénients, il faut quand même rester positif dans le sens où on a quand même des moyens aujourd'hui de traiter les déchets, et je vais vous montrer après les décharges. C'est quand même mieux que des décharges à ciel ouvert dans la rue ou ailleurs où on ne les voit pas. C'est quand même mieux, mais il faut être conscient aussi de ce biais-là. Pour les décharges, donc en fait, concrètement, c'est un énorme trou qu'on fait dans la terre
souvent au-dessus de sols argileux qui vont déjà un peu éviter la percolation dans le sol. Mais ensuite, on va mettre donc dans le fond de ce trou du géotextile, en fait, qui est, pour parler grossièrement, c'est des bâches en plastique très très épaisses qui vont être soudées, voilà, pour éviter que, encore une fois, il y ait du liquide qui descende dans le sol et retrouve la nappe phréatique. Et après cette décharge, il va y avoir des déchets et ça va être aussi recouvert par du géotextile et après une couche de terre. Donc là, les inconvénients, c'est qu'il y a quand même une nuisance olfactive. Il faut du temps avant que les décharges soient pleines. Et puis après, même si le méthane est récupéré, si on peut en faire autre chose, voilà, il y a quand même des gaz à effet de serre qui s'en dégagent. Et aujourd'hui, on a assez peu de recul. Ça fait pas une centaine d'années que ce type de décharge existe. Donc, on a peu de recul pour savoir vraiment l'impact de ces décharges ou pas sur les nappes phréatiques. Donc, ça, après, au-dessus des décharges aussi, c'est pas évident de réutiliser le foncier, parce que c'est quand même des déchets qu'il y a en dessous, donc on peut pas ni faire un immeuble, ni en faire, je sais pas, une aire de jeu pour les enfants. Non, ça, c'est pas possible. Par contre, il y a des partenariats qui sont faits pour, par exemple, mettre des panneaux photovoltaïques par-dessus les décharges ou ce type d'installation. Donc voilà, ça c'était pour le traitement des déchets. Donc on a compris qu'il y a quand même une quantité astronomique de déchets qu'on produit, qu'il y a des moyens de traitement. C'est déjà bien qu'il y en ait, mais tout n'est pas rose non plus. On va passer à une partie un peu plus positive, je dirais. C'est voilà, maintenant l'idée, parce que l'idée de tout ça, c'est pas du tout de vous faire ni de nous faire, je m'inclus, de nous faire culpabiliser de notre consommation, parce que bon, elle est ce qu'elle est, elle a des impacts, ça c'est sûr, on le sait, mais aussi on a la possibilité de faire évoluer les choses, mais tout en gardant un confort de vie. Et c'est souvent ce qui fait peur, changer les habitudes. Ah oui, mais mon confort, mais non, il y a des moyens de le faire. Donc, pour ça, pour passer sur la partie pratique, je voulais repartir sur le principe de l'économie circulaire qui reprend la partie, pour vous montrer qu'on a des choses à faire sur toute la chaîne de valeur en fait d'un produit ou d'un déchet. En ce qui concerne la partie, ce qui est ici appelée offre, ou plutôt la partie acteur économique, donc vous, en tant aussi que professionnel ou futur professionnel, il y a des moyens d'intervenir, ou en tout cas de commencer à faire changer les choses. Par exemple, dans une direction achat, dans une entreprise où il y a des choix de fournisseurs à faire, de produits, de matières premières. C'est pas évident, vous êtes sûrement pas du tout les seuls à convaincre, il y a beaucoup de personnes autour de vous, mais il y a peut-être des choses à initier. Ou aussi il y a des métiers dans l'éco-conception où là vraiment le but est de penser à la fabrication d'un produit et à son produit final. Ça peut aller d'une brosse à dents, voire même aujourd'hui jusqu'à un bâtiment, l'éco-conception pour éviter l'impact aussi, limiter en tout cas, l'impact sur l'environnement. Donc c'est juste des exemples. Après, nous tous, en tant que consommateurs, déjà, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter un produit ou est-ce que c'est plutôt une envie? Bon, imaginons que vous deviez, par exemple, l'acheter ou en obtenir un, puisque vous avez aussi le droit de vous faire plaisir. On peut se demander quel type d'achat. Est-ce que je peux l'acheter d'occasion? Est-ce que je peux me le faire prêter? Il faut que je l'achète neuf? Voire même, est-ce que je peux le fabriquer? Ce qui est intéressant dans cette notion aussi des consommateurs, c'est la notion aussi d'économie de la fonctionnalité. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner parce que il n'est plus question vraiment de l'appartenance d'un objet à une personne, mais ça va être plus maximiser l'utilisation, l'usage de ce produit, on va dire. Donc, s'il y a déjà plein de gens qui le font, par exemple les agriculteurs, il y a plein de types de regroupements possibles et c'est possible d'acheter du matériel ensemble et de partager son usage. Parce qu'un agriculteur ne va pas utiliser une moissonneuse tous les mois de l'année ou une autre machine et pendant 24 heures. Donc, il y a des moyens aussi de maximiser ça. Et puis après, si vraiment il y a un objet dont vous devez vous séparer, est-ce qu'il faut le jeter ou est-ce que vous pouvez le revendre, le donner ou le prêter à quelqu'un d'autre?
Et quand vous devez le jeter, voilà, est-ce que vous le jetez au bon endroit? Est-ce qu'il peut être revalorisé par d'autres filières? Est-ce que vous triez vos déchets? Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer, avoir une vision globale là-dessus. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques exemples. Ce sont des exemples enfin, c'est mon expérience, mais je suis vraiment intéressée si vous voulez échanger après. Je vais essayer d'aller un peu vite pour finir quelques minutes, allez, 13h33. Mais en tout cas, moi, je reste disponible après, enfin, je reste connectée s'il y a des personnes qui ont envie d'échanger. Donc, les champs d'action à la maison comme au travail. En fait, si je prends l'exemple des courses alimentaires, en ce qui me concerne, j'achète bio, en vrac, avec des filets des tissus, enfin des filets en coton, des sacs en coton. Et des fois, quand je vais au marché ou je vois mon fromager, j'apporte ma boîte. Alors en verre ou j'ai encore des boîtes en plastique, mais je me suis dit que j'allais pas les jeter. Je préférais attendre qu'elles soient vraiment en fin de vie pour acheter autre chose. En ce qui concerne les biodéchets dont on a déjà parlé, par exemple, désolée, je parle beaucoup de moi, mais c'est juste pour donner des exemples. Les biodéchets, je vis en appartement, pourtant j'ai un composteur. Ça doit faire un an que je l'utilise, on est deux, il est loin encore d'être plein et je sais qu'après je peux aller apporter le compost à des jardins partagés qui eux en ont besoin. Sur le côté événementiel, l'année dernière pour cet atelier justement zéro déchet, pour le buffet à la fin, j'ai fait appel à un traiteur qui est déjà dans cette démarche. Et à part quelques peut-être serviettes en papier et quelques pics en bois, il y a vraiment quasiment aucun déchet de ce buffet. Ensuite, le côté cosmétique et hygiène santé, donc là, il y a beaucoup de choses. Pardon, je vais trop vite. Il y a beaucoup de choses possibles. Par exemple, il va y avoir. Moi, je fais mon produit vaisselle, ça me prend 5 minutes et ça dure peut-être 2 mois. Je fais mon déodorant, c'est assez simple et pareil, ça dure très longtemps. Par contre, pour d'autres sujets comme la lessive, j'ai préféré, même s'il y a des recettes faciles, mais j'ai préféré aller avec mon bidon donc dans ma Biocop et aller chercher la lessive en vrac bio. Pareil pour tout ce qui est savon solide, shampoing solide ou dentifrice solide. J'ai déjà essayé, c'est très sympa de le faire vraiment. Même avec des enfants, c'est des ateliers très intéressants. Après, ça demande quand même un petit peu de matériel et un peu de temps. Donc moi, par rapport à mon mode de vie, j'ai préféré, pareil dans ma Biocop, j'ai trouvé des savons locaux faits à Toulouse avec très peu de packaging et tout solide, donc enfin, très peu d'emballage. Donc en tout cas, ça m'allait bien. Et par rapport, je voulais vous sensibiliser par rapport au côté santé, parce qu'avec la situation du coronavirus, l'ère du jetable, enfin, si je peux dire, va et commence déjà à faire vraiment son apparition à grands pas. Par exemple, les masques, c'est pour l'avoir fait, c'est assez facile de faire son masque. Il y a aujourd'hui pas mal de tutos qui existent pour respecter le modèle de la FNOR du masque, mais avec machine à coudre ou sans machine à coudre, voilà, c'est quand même quelque chose de lavable, c'est beaucoup mieux. Ou il y a aussi des merceries qui en vendent en tissu. Donc, pensez à ça aussi. La santé, c'est important, mais vivre en bonne santé dans un environnement avec marcher dans la rue sur des masques jetables, c'est quand même un petit peu dommage. La dernière thématique que je voulais aborder avec vous, c'est sur le digital. Parce que aussi pendant le confinement, cette partie-là, la partie du numérique, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que les serveurs ont dû bien fonctionner. C'est que il y a en 2015, il y avait à peu près 10% de la production électrique mondiale qui était utilisée pour du numérique. Donc c'est énorme. Et moi aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi, alors c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment juste pour des exemples. Il existe sûrement d'autres messageries. Moi aujourd'hui, j'utilise Lilo, donc Lilo, qui est une messagerie qui limite les pièces jointes que vous avez, qui prennent de la place, qui font fonctionner les serveurs. Donc quand vous avez des messages très anciens avec des pièces très lourdes, il vous propose, il vous rappelle par exemple, de les enregistrer et après pour les effacer dans la boîte messagerie. C'est des serveurs en France et en fait, ils ne revendent pas vos données parce que ça fonctionne sous forme de dons.
le don est libre. Et donc, moi, j'ai choisi, par exemple, la première année de payer 5 euros pour avoir une messagerie, mais qui soit un peu plus en lien avec mes valeurs. En plus, cette messagerie, elle est couplée à un moteur de recherche qui permet en fait de gagner des points ou des gouttes d'eau qui peuvent se transformer en argent pour soutenir des projets sociaux ou environnementaux. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Je ne vais pas tarder à m'arrêter parce qu'il est l'heure. Je voulais juste vous dire qu'il y a aussi le défi Zero Waste qui est fait par l'association Zero Waste, qui est vraiment très bien. En tout cas, moi, ça m'a bien motivée. Ça permet en fait que vous ayez un compte sur lequel vous pouvez dire les dépenses enfin pas les dépenses, mais le type d'objet que vous avez acheté et si vous l'avez acheté neuf ou d'occasion. Et en fait, il y a un moteur qui vous permet de calculer la quantité de ressources que vous avez économisées du fait que vous n'ayez pas acheté neuf. Et donc moi, ça m'a vraiment motivée. Je ne vous cache pas que je ne suis pas allée chercher, comprendre les calculs de comment ils obtiennent le résultat. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, la première année, j'ai dû faire mon éponge Tawashi, j'ai bricolé une boîte pour ranger des huiles essentielles, je pense, avec une vieille boîte à chaussures. J'ai acheté un vélo d'occasion et un miroir d'occasion. Ben ça, en fait, ça a permis apparemment d'économiser quasiment 800 kilos de ressources de matières premières évitées. Donc, ça m'a bien confortée parce que c'est vrai que les déchets, c'est quand même c'est difficile de se rendre compte des actions qu'on fait. Et donc, c'est pour ça que pour motiver, en tout cas, donc je suis désolée, c'est pas pour tout le monde, mais parce que je suis toulousaine, on va organiser avec Uniagro un atelier à Toulouse probablement en fin d'année, donc ils sont un peu pratiques, voilà, pour fabriquer soit un objet, soit un produit. Donc, les Toulousains qui ont des idées, vous pouvez m'écrire à ce mail-là. Je vais vous envoyer aussi le support par mail après. Et donc, voilà, je terminerai par vous dire que certes, c'est pas facile de voir les actions qu'on a quand on essaie de faire du zéro déchet, qui reste un concept, le zéro déchet n'est pas vraiment possible, difficilement possible. Mais on peut aussi voir les choses autrement parce qu'en fait, ce qui nous guide aussi dans la vie, c'est quand même essayer d'avoir je dirais des émotions positives. Le week-end, on va rarement faire que des choses qui nous déplaisent. Voilà, en général, nos actions sont motivées par quelque chose qui nous plaît. Donc, expérimenter, essayer de trouver des choses qui puissent être intéressantes ou que vous puissiez partager avec votre famille, vos amis. Enfin, personnellement, je trouve que ça donne vraiment lieu à des discussions intéressantes et constructives. Et voilà, et des fois, même pour faire des tout petits objets, ça peut nous rendre fiers de nous, même si c'est pas grand-chose. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut tous faire notre part, voilà, petit à petit, même en commençant par des petites actions. Et donc, juste pour information, je vais vous envoyer, j'ai fait un guide zéro déchet. Alors, guide, faut rester humble, mais c'est surtout pour vous donner quelques directions, voilà, pour mener vos réflexions. C'est quelques conseils de lecture, des sites internet avec des applis ou des applis anti-gaspillage alimentaire, des sites pour des recettes pour faire vos produits d'entretien, voilà, plein de choses. Donc, vous aurez ça par mail. J'ai un petit peu débordé, je suis désolée, mais j'espère que ça vous a intéressé. Enfin, en tout cas, vous n'hésitez pas si vous voulez écrire des choses dans le chat, si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, vous avez le micro libre, donc il n'y a pas de problème. Je vais arrêter de partager mon écran si mettre ma caméra. On pourrait, alors, la question, enfin, on remarque de Claire, on pourrait également parler de la réparation et non au nom des appareils ménagers. Aujourd'hui, on a une carte grillée dans une pompe à chaleur, il nous faut renouveler l'installation complète. Oui, alors ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Il y a dans le guide que je vous ai donné, alors c'est local parce que c'est à Toulouse, mais il y a des ateliers aussi de bricolage qui essaient, des ateliers aussi participatifs qui essaient de trouver des solutions pour réparer des objets parce qu'on n'a pas tous les outils. Donc c'est bien aussi de se faire aider là-dessus. Mais oui, je suppose que là, l'obsolescence programmée, malheureusement, c'est difficile d'avoir la main dessus.
coup, si vous avez d'autres questions, des remarques ou des échanges, si vous voulez partager des choses que vous faites ou si vous avez des problèmes à mettre des choses en place, voilà, il n'y a pas de souci, moi je reste là, donc comme vous voulez. Alors, Audrey, il existe aussi des ateliers collaboratifs pour se faire aider concernant ces problèmes de cartes grillées. Ah, ben c'est un bon tuyau, je ne savais pas. Audrey propose le Fab Lab. Ok, ben, je me le note pour voir. Merci. Et Marianne, grâce au livre La famille presque zéro déchet, puis le confinement, nous avons réduit nos déchets de moitié et nous sommes très fiers. Ouais, c'est super chouette. Oui, il est vraiment très très bien ce livre. Je l'ai mis justement dans le guide pour conseiller des conseils de lecture. Ça peut être voilà, des idées cadeaux aussi, parce qu'il existe pour adultes, même s'il est très très bien vulgarisé, et il existe aussi pour enfants. Donc, si vous voulez faire des idées cadeaux, il est vraiment très 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 bien fait. J'utilise pour mes recettes de produits d'entretien, notamment. Il y a des recettes aussi dedans. C'est chouette, de moitié, c'est énorme déjà. Bravo. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets à discuter. Je l'ai observé, je ne l'ai pas précisé. Bon, c'est peut-être un peu tard, mais pour ceux qui sont Facebook, sur Facebook, il y avait un chat en live. Bon, la prochaine fois, je le dirai plus tôt. Merci beaucoup, Corinne. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer dans ce cas. De toute façon, j'ai l'adresse mail des participants, donc je vous enverrai et le support et le guide. Donc vous aurez aussi mon mail. Donc moi, je suis ouverte voilà, pour discuter, il n'y a pas de problème. Et donc pour les Toulousains intéressés pour un atelier fin d'année, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors, comment s'engager dans un métier zéro déchet? Alors, c'est pas évident. Ah, mais je crois qu'il vient de partir. Je vais aller un peu vite. S'engager dans un métier zéro déchet. Alors, soit vous avez une appétence déjà sur la thématique des déchets et il y a des ingénieurs dans le secteur des déchets. Il y en avait même, je crois, une ou deux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment une thématique qui vous intéresse. Dans ce cas-là, c'est des métiers spécialisés. Sinon, après, en fait, dans n'importe quel métier, on peut faire du zéro déchet, enfin, tendre vers du zéro déchet, soit n'importe qui chez soi. En fait, moi, au début, enfin, à Paris, quand je travaillais dans les cabinets de conseil, j'étais un peu frustrée de ne pas vraiment pouvoir agir directement sur des thématiques de ce type. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est en fait en parlant déjà autour de moi, en venant au travail avec une tasse en porcelaine plutôt que des gobelets, parce que tout le monde avait encore des gobelets. C'est des petites choses et au final, ça paraît peut-être petit comme ça, mais on est déjà content de faire sa part en ce sens-là, de voir que ça marche. Et puis après, enfin, on ne sait pas, dans une entreprise, on peut venir à parler avec d'autres personnes qui travaillent justement à la direction achat, ou voilà, il suffit que la personne soit sensibilisée ou qu'elle ait envie. Et voilà, tout de suite, quand on ose un peu ouvrir le débat, en parler, en sachant que c'est pas simple, mais on peut faire des petites choses, ben, vous verrez quand même qu'en majorité, les gens sont plutôt assez contents d'en parler et ont plutôt envie d'avoir vos conseils pour se lancer aussi. Voilà. Le guide, oui, je vous enverrai le guide. Ah, super. Un volontaire pour l'atelier, c'est chouette. 2 volontaires, super. 3, bon, bah, super. Bah, dans ce cas-là, j'en retrouverai certains en fin d'année pour l'atelier. Dans ce cas-là, s'il y a plus de commentaires, je vous souhaite en tout cas à tous une très très bonne après-midi, une bonne journée. Et merci beaucoup de votre participation. À bientôt.